Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Il est 13h01 à Bamako, même heure à Conakry. Bonjour à tous et bienvenue dans ces 13h. Des deux cerveaux de l'évasion du camp 1 ont été arrêtés hier à Conakry. On en saura plus dans ce journal. La 4e réunion de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel se tient à Bamako. Un cadre qui vise entre autres à assurer la coordination et la cohérence et créer des synergies et la mise en œuvre des différentes initiatives et stratégies pour le Sahel. Vous entendrez les ministres maliens des Affaires étrangères au cours de ce journal. Notre magazine du jour parle de la sexualité, un sujet tabou mais qui mérite d'être parlé. On fera les points dans ce journal. On fera également le tour d'horizon de l'actualité internationale avec moi dans ce studio, Dado Numoko. Et enfin, sport football, le Mali joue ce soir la demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, Chili 2015, coup d'envoi de la rencontre 20h temps universel. Voici pour vous les sommaires de ces 13h. Arunaba est un microphone. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans ces 13 heures des Clédou Info. Je vous le disais tantôt, arrestation hier de deux cerveaux de l'évasion au poste de police de la gendarmerie du camp 1 de Bamako. Ils ont été arrêtés par des forces spéciales maliennes en collaboration avec les autorités de Conakry, la capitale guinéenne. Kassim Traoré pour plus d'éclairage. Après les soldats Noum Djibo et le caporal Segouba Traoré qui ont été appréhendés dans la région de Kaï 24 heures après leur évasion, depuis, les forces spéciales maliennes étaient en alerte afin de mettre la main sur les fugitifs de la prison et du poste de police de la gendarmerie du camp 1. Ainsi, en collaboration avec les autorités guinéennes, les forces spéciales sur les traces des évadés sont parvenues à mettre la main sur deux autres fugitifs. Il s'agit du capitaine Mamadou Alassane Maïga et de l'élève inspecteur Suleiman Doukara, considérés comme les cerveaux de l'évasion. Tous deux étaient depuis 3 semaines logés à Conakry chez une de leurs connaissances nommée Sanou. C'est chez ce dernier que les forces spéciales maliennes, en étroite collaboration avec les autorités guinéennes, ont mis la main sur les deux évadés. C'était aux environs de 15 h ce mercredi 4 novembre 2015. Leur transfert sur Bamako a été organisé. En principe, ils ne devraient plus rester longtemps dans la capitale guinéenne. Il faut rappeler que c'est le samedi 10 octobre dernier que des hommes en uniforme sous mandat de dépôt au camp 1 de la gendarmerie de Bamako se sont notamment évadés. Ils étaient au nombre de 9 personnes dont un civil. Merci Kassim Traoré pour votre éclairage. Bamako abrite depuis ce matin la 4e réunion de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel. Cette plateforme créée en 2003 vise entre autres à assurer la coordination et la cohérence et créer des synergies et la mise en œuvre des différentes initiatives et stratégies pour le Sahel. Elle est composée des représentants des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, ainsi que des États et des organisations régionales et internationales œuvrant dans le Sahel. Pour plus de précisions, écoutons Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, président en exercice de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel, des propos recueillis par Dado Numoko. Le Mali a accueilli le 5 novembre 2013 cette première réunion qui a permis notamment d'identifier les domaines prioritaires, en l'occurrence la sécurité, la gouvernance, la résilience et le développement, dans lesquels nous devrions mieux articuler la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel en collaboration avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Nous avions également décidé d'intensifier nos efforts pour nous attaquer aux causes structurelles des défis majeurs de la région du Sahel, à commencer par un renforcement des capacités de nos États, mais également de la résilience des communautés que nous servons. En somme, il s'agit d'indiquer les menaces sécuritaires et d'accélérer la cadence du développement dans la région du Sahel. À l'instant, Diop, ministre malien des Affaires étrangères, président en exercice de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel. Contribuer à une meilleure connaissance et vulgarisation du code de l'eau de l'an 2010 en République du Mali, c'est l'objectif d'une rencontre d'échange avec les structures universitaires et sur ce code et les bonnes pratiques en matière d'accès à l'eau potable, hygiène et assainissement, organisée ce jeudi matin à Bamako par la coalition d'accès à l'hygiène et à l'eau potable. Cette initiative
vise à pousser tous les acteurs à prendre les dispositions utiles pour la mise en œuvre du dit projet. La présidente de la CAIFA nous explique les raisons qui font que jusqu'à présent ce code n'est pas mis en application au Mali. Koulibaly Salimata Diarra est au micro d'André Traoré. La méconnaissance du code. Le code n'est même pas connu, il n'est pas vulgarisé. Si on ne s'approprie pas un document, comment peut-on le mettre en œuvre? Il faut se l'approprier, il faut savoir qu'il existe, il faut rentrer à l'intérieur et comprendre peut-être qu'il y a des goulots d'étranglement et de faire changer, de faire bouger les autorités sur la question. Vous savez qu'on est dans la décentralisation et c'est les autorités communales, régionales qui vont être mises à l'épreuve dans le développement local. Donc il est bon que chacun ait les éléments, les précis sur le code de l'eau qui est la source de la vie. Donc c'est essentiel que les gens se l'approprient, comprennent et jouent leur rôle à la matière. Et les universités, c'est pas un hasard. Le choix est fait parce que ce sont nos enfants. Et ce sont des vecteurs incontournables dans la diffusion d'un tel document. Donc j'ai beaucoup d'espoir et un plaisir réel à les avoir ce matin. On a mis du temps à le faire. Ils étaient en vacances, on a attendu, on a programmé. Et j'avoue que je suis très heureuse de les avoir aujourd'hui. La qualité des représentants qui sont là renforce encore mon espoir de voir les choses bouger au profit du Mali et du Malien, tout Malien, qui qu'il soit. C'est ça notre volonté. Koulibaly Salimata Diarra, présidente de la coalition d'accès à l'hygiène et l'eau potable. Les cotonculteurs maliens promettent 650 000 tonnes de coton-graines pour cette campagne agricole 2015-2016. Au Mali, près de 4 millions de personnes vivent des ressources du coton et l'État encaisse 200 milliards de francs CFA. Le Mali obtient une prime de 7% sur la valeur du coton exporté. C'est pour toutes ces raisons que les producteurs veulent atteindre l'objectif fixé. Fanta Diakité nous fait le point de quelques grandes zones de production du coton. Le coton appelé l'or blanc du Mali est plus rentable pour les cotonculteurs. Ainsi, les objectifs fixés pour cette année est de 650 000 tonnes de coton-graines. Avec l'installation tardive des pluies à travers le pays, ces objectifs seront-ils atteints? Des éléments de réponse avec Drissa Traoré, président de l'Union des cotonculteurs à Sikasso. On observe que la campagne ne sera pas mauvaise, c'est une bonne campagne pour nous. Parce que nous, on pense toujours à une augmentation de production en zone sud, sur la sud, avec toutes les difficultés. Quand les pluies se sont repliées, bon, il n'y a pas eu de poste, c'est encore. Bien avec les produits tarifs, avec les techniques de formation que les soldats nous ont fait sur les récoltes du coton et le stockage, on est en train de récolter et stocker. Pour le président de l'Union des producteurs de coton de la zone Koutiala et San, malgré le démarrage difficile de la campagne, les paysans sont en pleine phase de récolte. Mfa Koulibaly. Aujourd'hui, à Koutiala, le coton a bien donné. Donc pour nous les paysans, vraiment, l'engrais, on n'a pas vu de problème. Toutes les usines de Koutiala ont déjà démarré. On est au début de récolter et en pleine de la commercialisation de coton. Même constat dans la zone Fana OHVN, Sédou Traoré en est le président. Je peux dire que la campagne dans la zone Fana OHVN est prometteuse parce qu'on a eu assez de pluie cette année. La campagne s'est déroulée très bien cette année, plus que pas mal d'années. Tous les intrants ont été déposés à temps cette année. Il y a eu beaucoup de bruit autour des intrants, mais dans la pratique, on n'a pas eu ces effets-là. On est presque au début des récoltes. En fin de récolte, ce qu'on a prévu, on va l'atteindre. S'il n'y aura pas de dernières pluies pour faire le dégât, je pense que ça ira. Cependant, force est de reconnaître que les pluies tombées à la date du mois d'octobre, début novembre, commencent à inquiéter les paysans. Merci Fanta Diakité pour toutes ces précisions. À présent, clôture du forum sur la conservation de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques, source de progrès, de stabilité et de développement durable en Afrique centrale et occidentale. Durant 4 jours, les participants ont débattu des thèmes relatifs à notre environnement immédiat. La rencontre était organisée par l'Union internationale pour la conservation de la nature et le comité régional des membres du PACO Crémaco. Écoutons Syriac Sendashoga, directrice du programme global des IUCN. Ce forum ici était très particulier dans ce sens que ça se tient à un moment clé dans la marche vers le développement durable, à un moment où il y a quelques semaines, donc fin septembre, au sommet organisé par l'ONU pour adopter les objectifs de développement durable, pour essayer donc de continuer la marche qu'on a entamée avec les objectifs de développement du millénaire qui s'achève avec la fin de cette année, et donc l'agenda qui continue mais beaucoup plus ambitieux, plus amplifié pour justement faire face à la problématique
plusieurs problématiques liées au développement, dans laquelle la place de la conservation de la nature est aussi très importante. Donc la thématique de ce forum, conservation de la biodiversité et faire face au changement climatique, les défis que doit affronter l'Afrique de manière particulière, mais aussi les pistes de solutions possibles. Et c'est ça que le forum a essayé de discuter pour émettre quelques recommandations, donc qui iront non seulement vers les décideurs politiques dans les gouvernements de la sous-région, mais aussi au niveau mondial quand les gens vont aller à la conférence à Paris le mois prochain, et ensuite bien entendu quand on va à Hawaï l'année prochaine. À l'instant, Syriaca Sendashonga, directrice du programme global de l'Union internationale pour la conservation de la nature, des propos recueillis par Oumou Dambélé. 13h passées de 12 minutes dans notre studio, Clédou Info, 2e édition. Place à présent l'actualité hors de chez nous avec moi dans ce studio Dado Numoko pour le décryptage. Bonjour Dado Numoko. Bonjour Arunaba, bonjour à tous les auditeurs. Et alors, qu'est-ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ces jours? Situation sécuritaire dans le Sahel. Les 5 chefs d'état-major généraux des armées du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie et du Mali, G5 Sahel, étaient réunis à Ouagadougou hier mercredi pour se pencher sur le sujet. Les travaux de cette 4e rencontre ont porté sur la coopération bilatérale et multilatérale dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Elle a abouti à la signature d'une charte sur les partenariats militaires de coopération transfrontalière. Au Niger, l'armée pour la première fois a déployé des moyens aériens pour neutraliser des insurgés de Boko Haram dans le sud-est du pays. Elle n'annonce pas de bilan pour l'air. Ces frappes ont visé une zone proche du village de Dagaya où des éléments des forces du Niger sont tombés dans une embuscade avant-hier, embuscade qui a fait un mort dans les rangs des soldats nigériens. En Ouganda, après Museveni et Babazi la veille, Kizi Besigye, l'opposant historique du président ougandais, s'est à son tour lancé dans la campagne présidentielle. Il représente pour la 4e fois les FDC, le Forum pour le changement démocratique, à la magistrature suprême. Ses partisans se sont réunis à Kampala et lui ont fait un accueil triomphal. Pour terminer, nous nous rendons en Turquie lors d'un discours dans son palais devant un panthère d'élus locaux. Le président islamo-conservateur turc Recep Tayyip Erdogan a lancé son projet de très controversé de réforme de la Constitution destiné notamment à renforcer les pouvoirs présidentiels. Il a également réaffiché sa fermeté à l'égard des rebelles kurdes du PPK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Voilà Runaba, quelques infos hors de nos frontières. Merci Dado Numoko pour ces décryptages. Clédou Info, 2e édition, 13h passées des 14 minutes. Retour à l'actualité nationale, les activités de la 10e édition des rencontres biennales de la photo de Bamako se poursuivent à Bamako. En plus de la semaine professionnelle, il y a plusieurs activités autour de l'événement comme Bamako Samedi Photo. Il se passe à l'espace photo en partage à 6 à Amdalay Marché, près du pont Djafarana. Beaucoup de personnes se sont déplacées pour regarder les merveilles des photographes, tout comme Kassim Traoré qui nous fait les points. Bamako Samedi Photo est une initiative de 3 mordis de la photographie et de la créativité contemporaine. Emmanuel Bouakar Ndaou, l'un des initiateurs. On a été plusieurs fois en forum, en causerie. On a dit mais pourquoi pas créer une sorte d'atelier où les gens peuvent venir échanger par rapport à la photographie, en tout cas sur le domaine, et faire des recherches, pourquoi pas, si à Internet. Et c'est comme ça que l'idée est partie. Cette exposition mensuelle des photos permet au public de prendre connaissance des jeunes photographes. Qui n'est autre chose que d'aider les jeunes du quartier d'abord à comprendre que la photographie c'est un moyen pour gagner sa vie et c'est aussi un moyen d'expression artistique. Et en plus de tout ça, Bamako est la capitale de la photographie et la photo a sa valeur ici à Bamako. Voilà pourquoi on a dit l'œuvre que nos anciens ont commencé, les Malik, les Seydou Keita, les Malik Sidibé bien sûr, on ne veut pas que ça se limite à ces gens-là seulement. Et pour couronner tout, il y aura un concours. Mais c'est les gens qui sont un peu à la marge des rencontres puissent aussi se sentir concernés. Voilà pourquoi
pourquoi ce concours-là s'adresse à tous les photographes du Mali, les plus chevronnés comme les... Il y a 5 prix qu'on a décidé de donner. Il y aura des appareils professionnels, des appareils semi-professionnels, des appareils amateurs, des accessoires d'appareils et de photos. Et les labos, on est en train de démarcher. C'est pour qu'ils puissent donner des prix qui encouragent les photographes dans la recherche photographique, pour qu'ils puissent produire des photos d'exposition. En tout cas, chaque dernier samedi du mois, Bamako Samedi Photo se déroule près du pont de Diafarana à Amdalaï Marché. Merci Kassim Traoré, je vous le disais en titre, c'est connu chez nous en Afrique et surtout au Mali. La sexualité a toujours été un sujet tabou, mais force est de reconnaître aujourd'hui que l'adultère gagne du terrain et pourtant la coutume et les valeurs religieuses préconisent les mariages comme la seule voie légale pour satisfaire les désirs sexuels. Moussa Papa Haïdara s'est intéressé au sujet, c'est le magazine de ce journal. D'abord, j'ai 27 ans. C'est vrai que le corps le demande, mais il y a de l'abstinence. Il faut s'abstenir, comme le recommande la religion. Malgré l'âge, si tu as 30, 35 ans ou 40 ans, c'est quelque chose qui est recommandé par Dieu. L'adultère, c'est une chose interdite. Contrairement à notre interlocuteur qui a voulu nous témoigner sous couvert d'anonymat, l'abstinence chez les jeunes devient de plus en plus difficile, surtout quand ils atteignent un certain âge sans se marier. Écoutons certains d'entre eux. Ouais, bien sûr que j'ai fait l'adultère. Parce que j'en avais besoin, l'occasion s'est présentée et puis j'ai profité. Ce n'est que des désirs passagers et puis ils le font et puis ça passe. Ce n'est que momentané, ça ne dépasse même pas 10 à 20 minutes, 30 minutes maximum. Et puis c'est pas tous les jours qu'on trouve ça. Il y a d'autres facteurs aussi, le fait qu'il y ait assez de maisons pour satisfaire le besoin charnel. Nous aussi on aime profiter de la vie parce que nous sommes des enfants de la génération 21. La génération 21 c'est une génération un peu précoce quoi. Mais nos parents nous ont pas très bien éduqués quoi. Ça fait mal. C'est pas bon de dire ça mais c'est vrai. Toutes les relations sexuelles c'est un besoin naturel. On a tous besoin de faire ça. Il n'y a pas besoin d'âge pour ça quoi. Sans nul doute que le désir sexuel figure parmi les sentiments les plus forts et les plus profonds de l'homme. Si celui-ci n'est pas satisfait, la personne rencontrera plusieurs troubles, comme nous indique le professeur Tembeli Ali Douro, chirurgien urologue à l'hôpital du Point G. Jusqu'à 27 ans, s'il n'y a pas eu une expression d'éjaculation, c'est-à-dire une excrétion, par exemple du sperme, en ce moment, il peut y avoir ce qu'on appelle, nous, la congestion prostatique. Quand cette congestion prostatique se fait, ça apporte des gènes à l'évacuation des urines. De deux, à cause du volume de cette prostate, il va y avoir des mal de dos. La prostate se trouve devant le rectum et devant le dos, la hanche. Et ça va amener un système de compression. Et cette compression va gêner la vascularisation des membres inférieurs. Et en ce moment, ça augmente aussi les troubles d'urine. C'est-à-dire que ce jeune homme à 27 ans, chaque fois qu'il va aller uriner, il est gêné, il pousse. Ce n'est pas une infection, c'est parce que le conduit n'arrive pas à être libre pour faire soudre et faire sortir les urines. Et à ces symptômes que nous appelons les signes, ce que vous connaissez comme vie, il va y avoir ces jeunes à 27 ans qui se lèvent le matin, les jambes sont lourdes, il y a la paresthésie, ça veut dire que les fourmillements au niveau des plantes, il a toujours mal au dos. Alors tout simplement, ça veut dire que cette prostate-là, qui n'a pas eu l'occasion de se contracter, car c'est au cours des rapports sexuels seulement que cette prostate a l'occasion de se contracter et de vider son contenu. Organiquement et biologiquement, tu es arrivé à maturité. Alors, il faut qu'il y ait le fluide. Pourtant, Mahamadou Kone, docteur en droit islamique, ne partage pas cet avis. Il reste formel que le seul moyen légal pouvant calmer ce désir de manière complète est le mariage. La médecine souvent parle de certaines choses et on attribue tout ça à la médecine. Souvent, ce sont des imaginations et des fabrications de nous-mêmes. Hein. Il n'y a pas un temps spécial pour faire un rapport sexuel et lorsqu'on ne fait pas dans cela et que ça peut amener autre chose. Donc, bref, l'islam a donné une solution à cela. Lorsqu'on sent que vraiment on est très imbu de faire la chose en question, on doit faire les jeûnes pour au moins calmer l'ardeur du phénomène en question. Donc la religion dit aux jeunes de s'abstenir de cela. Pour remédier à ces phénomènes, donc on doit faciliter le mariage aux jeunes. Toutefois, force est de reconnaître que le mariage chez les jeunes demeure un problème social. Le fait que les jeunes ne se marient pas très vite, il y a différents facteurs. Il y a le problème économique et puis il y a le problème de dépendance familiale aussi. En tout cas, les relations sexuelles hors mariage chez les jeunes restent un fléau à combattre car il n'est pas rare à Bamako de voir la plupart des jeunes filles à l'âge de 14 ans qui ont déjà fait leur premier rapport sexuel. À chacun donc de prendre ses responsabilités.
Parlons sport à présent. Coupe du monde des moins de 17 ans Chili 2015. Les demi-finales se jouent aujourd'hui et les Mali affrontent la Belgique à partir de 20h temps universel. Un adversaire que les champions d'Afrique connaissent bien pour avoir évolué dans la même poule. Sekou Kone pour les précisions. En demi-finale du mondial des moins de 17 ans au Chili, les Mali affrontent la Belgique ce jeudi à la Serena. Une rencontre que les Aiglonnais ambitionnent de remporter afin de se hisser à la finale pour la première fois dans l'histoire, car aucune sélection malienne de football n'a jamais disputé une finale de Coupe du Monde, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, en senior ou en équipe de jeunes. À noter que c'est la deuxième confrontation entre le Mali et la Belgique dans cette compétition, après celle de la première journée de la phase de poule, soldée sur un nul et vierge. Le Mali avait terminé premier du groupe avec 7 points, tandis que les Belges ont été troisième avec 4 points. Pour cette rencontre, le sélectionneur Baïba se passera des services de son capitaine Abdul Karim Dante suspendu pour cumul de cartons. Il récupère en revanche son défenseur latéral Siaka Bagayogo, alias Chateau, absent en quart de finale également pour cause de suspension. Le groupe est solidaire et conscient de l'enjeu. Mali-Belgique, c'est ce jeudi à partir de 20h temps universel au stade de la Serena. Bonne chance aux Aiglonnais. L'autre demi-finale oppose le Nigeria et le Mexique à Conception, coup d'envoi 23h. Rappelons que le Nigeria avait battu le Mexique 3-0 en finale de l'édition 2013 aux Émirats Arabes Unis. À noter que depuis le début de cette compétition, seules deux équipes n'ont pas encore connu de moindres défaites, le Mali et le Mexique. Si Sekou Kone, et c'est sur les vœux de bonne chance à nos cadets que s'achève cette édition, la deuxième des Clés de Info. Présentation d'Adon Moko et Arunaba avec la complicité technique des Fatou Fall. L'info reprend ses droits à 14h avec Oumou Damile, mais à l'instant c'est les magazines sport avec Djibril Kaba, Ousmane